Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Imo Stories, le podcast qui vous fait plonger dans les coulisses de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Mon objectif est simple, vous faire découvrir le parcours de celles et ceux qui font ce secteur qui nous concerne tous. Je m'appelle Thomas Reynaud, je suis un des deux cofondateurs de GarantMe et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je profite de cette introduction pour remercier l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Ce podcast a vu le jour grâce à l'ESPI qui forme les jeunes talents de demain de l'immobilier. Et pour cet épisode, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emma Fred, qui est cofondatrice et CEO d'Optimo. Bonjour Emma. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc moi, je suis CEO d'Optimo. Optimo, c'est une entreprise spécialisée sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est une entreprise que j'ai cofondée avec 2 associés il y a maintenant 1 an et demi. Ok, donc c'est un sujet d'actualité assez fort, la rénovation énergétique. Ouais, tout à fait. On est au cœur du sujet. Ça ne fait que commencer parce que tu as différentes mesures qui ont été votées, qui ont été instaurées ces derniers temps. La loi Climat et Résilience, notamment en 2021, a défini un calendrier d'interdiction de location qui commence au 1er janvier 2025, concrètement demain. Ouais, donc on va en parler. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous partager un peu ton parcours et qu'on comprenne comment tu es arrivé dans l'immobilier ? Je rappelle qu'un des objectifs, c'est d'inspirer des jeunes qui veulent se lancer dans l'immobilier, comprendre quel type de carrière on peut avoir. Toi, est-ce que tu vas me faire la même réponse que tout le monde ? Tu es arrivé dans l'immobilier par hasard ou il y a une vraie vocation ? Pas totalement par hasard. En l'occurrence, j'ai fait une école de commerce assez classique, très générale, à l'issue de laquelle j'ai fait un master en entrepreneuriat parce que j'avais vraiment la volonté de monter une entreprise et de porter ma vision. Par contre, l'immobilier était assez accessible et compréhensible pour moi, notamment parce que ma mère a été agent immobilier pendant 10 ans et depuis, elle a fondé une entreprise de rénovation du bâtiment. Donc si c'est une tu veux, vocation familiale. le milieu entrepreneurial et qui plus est dans l'immobilier, ça a toujours été mon environnement dans lequel j'ai grandi. Et donc pour moi, c'était vraiment le secteur sur lequel j'avais envie d'entreprendre. Et en plus de ça, un secteur que je trouve extrêmement concret, sur lequel on a un impact sur la vie de tout le monde. Donc je trouve que ça a énormément de sens. Donc tu nous dis que ta mère a travaillé dans l'immobilier pendant 10 ans. Est-ce que ça a eu un impact sur ton choix ? Et puis est-ce que ça t'aide aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Déjà pour comprendre le secteur, d'avoir grandi là-dedans, d'avoir été entouré de promoteurs, d'agents immobiliers, de syndics, forcément on comprend beaucoup mieux la profession. Et au-delà de ça, depuis, elle a monté une entreprise de rénovation, donc vraiment de travaux. Et c'est plus, j'ai envie de dire, cette deuxième activité qui m'a amenée à moi construire une entreprise de rénovation énergétique. Ok, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui t'aide dans la création de ta boîte ou tu es plutôt indépendante ? Oui, tout à fait. C'est déjà une inspiration, parce que c'est une femme entrepreneur dans un secteur qui est très masculin, celui des travaux. Et au-delà de ça, elle nous aide parce qu'elle est partenaire. On y reviendra peut-être en détaillant ce que fait Optimo. Mais ma mère est aujourd'hui une société partenaire dans notre réseau d'artisans qui peuvent réaliser les travaux. Alors justement, si on vient sur Optimo, tu as fait ce master entrepreneuriat. C'est là-bas que l'idée est née. C'est quoi la genèse du projet ? Ouais, la jeunesse du projet, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai notamment eu une expérience qui m'a beaucoup marquée, c'est que je suis partie 1 an en 2021-2022. Je suis partie 1 an voyager en voilier autour de l'Atlantique en duo. Et cette expérience-là, je t'épargne tout le récit, mais on en revient assez marqué. Et moi, je suis revenue avec la conviction que j'avais envie de monter ma structure, de monter mes projets, et surtout que ce soit une entreprise en rapport avec la transition énergétique. C'est l'inspiration sur le voilier qui est venue En grâce au partie, vent et à l'air marin ? c'est ça, c'est le contact avec la nature, c'est aussi les gens que tu rencontres, le fait de vivre beaucoup plus simplement et de manière plus concrète, la pollution que tu vois au quotidien, quand même, dans l'eau, dans les océans. Donc tout ça m'a vraiment donné envie de, quitte à monter une entreprise, à ce que ce soit une entreprise en rapport et qui pousse pour la transition énergétique. Et donc très vite, j'ai allié, si tu veux, le secteur que moi je connaissais, qui était celui de l'immobilier, de la rénovation. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 26% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un réel impact qu'on peut avoir. Ça, c'est un chiffre mondial, c'est en France ? C'est en France. En France ? Oui. Et donc moi, voilà, j'avais vraiment l'envie de... Et pour qu'on puisse comprendre, c'est plus ou moins que les transports, par exemple ? Le transport, ça va être un gros tiers. Ok, donc le logement, c'est la deuxième plus grosse source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Oui, après le transport et l'industrie. Ok.
Alors du coup, tu reviens inspiré et le projet se lance tout de suite. C'est quoi les étapes? Mm. Donc là, je rentre dans mon master entrepreneurial. On nous pousse beaucoup à réfléchir à énormément de sujets, découvrir des marchés. Et là, je pars dans une énorme découverte du marché en interviewant des entrepreneurs qui ont monté des sociétés sur ce sujet ou dans l'immobilier, mais en rapport avec quand même les sujets énergétiques. Et donc là, c'est des rendez-vous, des déjeuners qui s'enchaînent, histoire de découvrir ce secteur, comprendre les professionnels, et derrière, essayer de construire une solution qui va répondre aux besoins qu'on a identifiés. Donc vous n'aviez pas une idée précise de ce que vous vouliez faire et c'est tous ces entretiens qui vous ont amené à préciser l'idée? Exactement. Nous, on fait partie de ces entrepreneurs qui n'avaient pas une idée ou un produit en tête quand on s'est lancé, mais qui avions l'envie d'aller sur ce marché. Et notre raisonnement, ça a été de nous dire comment est-ce qu'on peut trouver un problème. Si des gens ont un problème assez crucial, assez tangible, il y aura sûrement une volonté de payer pour répondre à ce problème. Et donc, il y a une société qu'on peut créer sur ce constat. Ok. Tu dis nous, on parle de qui? Je dis nous parce qu'on est 3 associés chez Optimo. Gabriel, qui lui est CTO, et Thomas, qui est directeur des opérations. Ok. Vous êtes rencontrés comment dans ce master-là? J'ai commencé dans ce master à m'associer avec quelqu'un et finalement, au bout de quelques semaines, on a décidé de ne pas continuer ensemble. Et là, j'ai fait appel à mon réseau, j'en ai parlé un peu à tous mes amis en disant que je cherchais des cofondateurs, hein, que j'avais ce projet. Et pour l'anecdote, Thomas, c'est un très bon copain de prépa, donc même avant l'école. Et Gabriel, il était en école avec moi. Et à ce moment-là, il est revenu me voir en me disant je suis très intéressée, j'ai travaillé aussi sur ces sujets d'énergie, de transition énergétique. J'aimerais qu'on s'associe. Ok. Donc tu revois ces deux personnes en 2022. Comment se passe le processus d'association? Comment vous répartissez les rôles? Oui, en fait, donc moi, j'ai d'abord commencé en ayant l'idée et en faisant toutes les interviews dont je te parlais. Et j'en ai très rapidement parlé à Thomas, qui était un ami de longue date et qui, lui, est investisseur locatif à titre personnel, donc très intéressé par l'immobilier. Et en tant qu'investisseur locatif, tu es forcément confronté à la problématique aujourd'hui de la performance énergétique pour la mise en location d'un bien et pour la valorisation d'un bien. On en a parlé, donc on a itéré. Très rapidement, on a eu l'envie de créer un outil qui permette d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, mais que ce soit quelque chose de plutôt logiciel et de scalable, si je peux dire ce gros mot, en tout cas, qui puisse être mis à l'échelle, qui puisse être déployé pour l'utiliser sur tous les biens possibles. À ce moment-là, on s'est dit qu'on avait besoin de quelqu'un de technique sur la partie plus informatique. On avait besoin de construire un produit. Et c'est là qu'on s'est mis à la recherche d'un CTO, où j'ai publié des offres, beaucoup cherché dans mon réseau. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une trentaine de personnes, mais c'est avec Gabriel qu'on a décidé de s'associer. Ok, du coup, tu commences à nous parler un petit peu de ce qu'est Optimo. Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous faites, la proposition de valeur que vous avez? Optimo, c'est une solution qui permet de projeter l'équivalent d'un audit énergétique entièrement à distance et de façon automatisée. Donc très concrètement, quand on a un bien, un appartement, une maison, qui est noté par exemple F ou G en termes de diagnostic de performance énergétique. Et donc F ou G, on rappelle que c'est les biens qui vont disparaître du marché locatif très prochainement, c'est ça? Exactement, dans les 3 prochaines années, ces 2 classes énergétiques seront interdites à la location. Donc quand tu as un bien qui est mal noté, notre logiciel permet de donner à un propriétaire le détail des travaux qu'il doit faire pour l'améliorer, par exemple le ramener en B ou en C, combien ces travaux vont lui coûter, s'il est éligible à des aides et si oui, quel montant, quelles économies d'énergie ça peut représenter sur le long terme, quelle prise de valeur foncière va avoir le bien lié à l'amélioration énergétique. Donc finalement, on lui rassemble toute l'équation économique du projet et on lui donne des clés concrètes, à savoir une liste de travaux à faire. Et derrière, il y a juste à mettre en œuvre ces travaux avec un artisan. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, un propriétaire qui est F ou G ne fait pas ça tout seul, passer en B ou en C? La réalité du marché, c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir accès à cette information de manière fiable et rapide. Les solutions existantes, c'est de faire venir un bureau d'études dans ta maison. Ouais. Donc tu prends un rendez-vous, un peu pénibilité, de déplacement, de prendre le temps, un rendez-vous, un déplacement sur site, un technicien qui fait des relevés pendant une demi-journée, une journée, et ensuite un rapport qui est produit en chambre que tu reçois sous 2 semaines. Et vous arrivez à travers une solution logicielle à remplacer toutes ces étapes qui habituellement sont faites en physique par des professionnels? Oui, le constat qu'on a fait, c'est qu'il existe aujourd'hui beaucoup de données sur les bâtiments
et que ces données sont totalement sous-exploitées par les artisans ou par les professionnels du bâtiment. Et du coup, Ouais. vous travaillez avec ces gens-là ou vous mettez en compétition avec ces gens-là? Avec les bureaux d'études traditionnels, Avec les bureaux d'études traditionnels, avec les artisans? les artisans sont plutôt nos partenaires, puisque nous, on va vraiment faire la préconisation de travaux. On ne va pas du tout sur le terrain de la réalisation. Donc, on a des partenaires qui, eux, font les travaux. Par contre, aujourd'hui, on est effectivement une solution un peu concurrente d'un audit énergétique, puisqu'on permet à un professionnel d'avoir, ou à un particulier, d'avoir accès à cette information de quels travaux je dois faire et combien ça va me coûter, sans avoir à faire un audit. Je précise quand même qu'on a certains cas de figure dans des bâtis qui sont complexes, ou pour l'obtention de certaines aides qui vont nécessiter l'accompagnement par un auditeur et donc par un bureau d'études traditionnel. Donc on ne les remplacera pas complètement à terme. Ok. Et comment vous gagnez votre argent du coup? Aujourd'hui, on a 2 sources de revenus. On a d'un côté la vente du logiciel et d'études supplémentaires plus approfondies via ce logiciel. Du coup, vous vendez le logiciel aux propriétaires? Non, aujourd'hui, notre diffusion, c'est plutôt une diffusion en B2B2C. C'est-à-dire que nous, on va commercialiser un logiciel à un professionnel de l'immobilier, donc agent immobilier en transaction, syndic, gestionnaire locatif. Et ce professionnel va pouvoir réaliser des simulations pour le compte de son client. Et lorsque son client a besoin d'un accompagnement plus poussé, à ce moment-là, on peut, nous, lui vendre une prestation d'accompagnement plus globale. Donc l'idée, c'est de permettre à l'agent immobilier d'apporter une valeur au client final en facilitant, par exemple, la transaction d'un bien qui était F et que plus personne ne veut acheter, c'est ça? Exactement. Sur le cas de la transaction, on va vraiment fluidifier la relation entre l'acheteur et le vendeur. On va aussi donner un outil supplémentaire à l'agent immobilier, que ce soit dans l'acquisition de son mandat ou derrière en tant que facilitateur de vente. Puisque quand on vient poser un montant sur combien vont coûter les travaux, on permet à un acquéreur de se projeter dans son projet. On lui permet aussi d'aller discuter avec sa banque beaucoup plus rapidement ou avec son courtier en crédit pour pouvoir évaluer le reste à charge. Et donc, on vient vraiment ramener de la fluidité dans le processus de transaction immobilière. Tu parles des banques, je vais te raconter quelque chose qui vient de m'arriver, tu me diras ce que tu en penses. J'essaye d'acheter un bien pour mettre en location en ce moment, donc j'ai sollicité ma banque. Je vais taire leur nom parce que j'ai un peu honte de ce qu'ils m'ont dit. Ok. Ils me disent vous avez vérifié le DPE, c'est pas un F ou un G parce que c'est pas sûr qu'on le finance si c'est ça. Donc je me suis dit on est quand même à un moment crucial où il va falloir rénover une grosse partie du parc pour qu'on puisse continuer à se loger. Il y a un marché locatif qui est complètement atone en ce moment. Et l'attitude des banques, c'est de démotiver les investisseurs sur l'achat de biens F ou G. Alors que la réflexion que je me serais faite à leur place, c'est que je vais en profiter pour financer des travaux de rénovation. Il y a probablement un business à prendre là-dessus. Eux, ils préfèrent rester en retrait. Aujourd'hui, la rénovation énergétique reste un sujet complexe sur lequel beaucoup d'acteurs qui ne sont pas techniques ont peur de se positionner. Et les banques en font partie. Tu vois, nous, aujourd'hui, ça fait partie aussi des acteurs avec lesquels on discute et vers lesquels on se tourne pour pouvoir, encore une fois, fluidifier tout ce processus. Et il y a des banques, je ne sais pas si on peut les citer, mais qui se positionnent sur ce marché en particulier, qui veulent aider à la transition, qui sortent des offres de passage de F à D. On n'a pas d'offres concrètes proposées par des banques sur du passage de F à D, de F à C. On a certaines banques qui poussent maintenant un outil qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro. Donc c'est un prêt à taux zéro qui finance exclusivement quelque chose d'écologique. Donc des travaux de rénovation énergétique, ça peut en faire partie. La Banque Postale, par exemple, est une banque assez engagée sur ces sujets. Mais globalement, le constat que nous, on fait depuis maintenant 2 ans, on est dans ce secteur, c'est que même les acteurs bancaires qui en parlent ont du mal à prendre des actions concrètes pour accompagner les propriétaires sur ces sujets. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui, comme toi, se sont retrouvés avec un conseiller bancaire assez frileux à l'idée d'investir sur un bien qui, effectivement, aujourd'hui, est décoté et dévalorisé sur le long terme à cause de sa performance énergétique. On a l'impression du coup qu'il y a vraiment un énorme sujet devant vous. Vous avez lancé la boîte il y a un peu plus d'un an et demi, tu dis. Tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte comment on peut, à quelle vitesse on peut avancer sur ce secteur en un an et demi? Oui, avec grand plaisir.
Donc là, nous, on est 3 associés fondateurs. Aujourd'hui, on est 7 collaborateurs. Ok. Et on recrute 3 personnes, d'ailleurs. On a réalisé un peu plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année qui vient de s'écouler, avec à peu près 250 projets rénovés. Ok. Donc d'appartements, de maisons, pour avez... lesquels on a facilité la rénovation et derrière aussi permis, grâce à nos artisans partenaires, de réaliser les travaux. L'objectif pour vous, là, sur les 2 ou 3 prochaines années? Notre objectif, nous, à 2026, c'est de permettre la rénovation d'un peu plus de 10 000 logements. En fait, nous, notre vision aussi avec ce logiciel, on aurait pu se lancer en tant que bureau d'études et auditeur plus traditionnel. La vision logicielle, c'est de permettre de déployer à grande échelle l'accès à cette information. Donc c'est d'accélérer finalement la rénovation? Donc c'est d'accélérer la rénovation au maximum en mettant dans les mains à la fois d'un conseiller en transaction, d'un gestionnaire locatif, je disais d'un syndic, ça peut être d'un conseiller bancaire demain. Cet outil qui nous permet très rapidement d'avoir une simulation sur quels travaux sont à faire et combien ça va coûter. Et pour qu'on se rende compte à peu près de l'enjeu, 10 000 logements, ça c'est votre objectif. Il y a combien de logements F ou G à rénover Ouais, donc là on arrive sur le gros du sujet. En F ou G, on a à peu près 7 millions aujourd'hui de passoires thermiques en France. Entre 5 et 7 millions, on a des DPE qui ne sont pas à jour. Donc il y a une petite incertitude. Mais voilà, c'est à peu près 12-13% du parc. C'est énorme. Ouais, donc c'est un très gros marché. Complètement. Ok, si on peut repartir un peu sur toi maintenant et sur ton parcours dans l'immobilier, c'est quoi ton premier souvenir dans l'immobilier, quelque chose qui t'aurait marqué et que tu voudrais nous partager? Un de mes premiers souvenirs, je pense que notre premier client, c'est un souvenir assez marquant. Donc, c'est le premier propriétaire pour qui on a à la fois réalisé une étude, les travaux avec un partenaire travaux et le DPE final qui attestait du changement, si tu veux, de performance énergétique de son bien. Et je me souviens que, évidemment, premier client, tu le choies comme personne. Et à la fin, à la toute fin, je me souviens être allée chez lui pour prendre un café, voilà, parce que c'était intéressant aussi de prendre son retour. Et j'étais un peu tendue, j'étais un peu stressée parce que c'était le moment où le diagnostiqueur repassait pour valider la lettre finale. Et donc c'était un chouette moment. Et évidemment, c'est marquant son premier client, quoi. Donc c'était un propriétaire heureux? C'était un propriétaire très heureux. Propriétaire donc occupant ou un investisseur locatif qui... Occupant. Occupant. Ok. Bon ben félicitations. Ouais. Ta plus grande fierté que tu voudrais nous partager sur ces 2 ans? Je pense que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir réalisé ce que je voulais faire au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Optimo, on en est au tout début de l'histoire. Mais ce qui m'a motivée à monter une entreprise initialement, c'est ce que je t'ai dit, c'est la volonté de porter mes propres projets, de pouvoir les mettre en œuvre, d'avoir ma vision sur la transition, sur la gestion d'une équipe, etc. Et que ce soit moi, finalement, capitaine du navire. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est le cas. On a recruté 5 personnes, 4 plus une à temps partiel. Tu vois, en fait, c'est une entreprise qui est saine, qui crée de l'emploi. On est autofinancé depuis le début. On répond à un réel besoin. C'est-à-dire que c'est votre chiffre d'affaires qui permet de porter les charges. Vous n'avez pas fait d'augmentation de capital, levée de fonds? Non, pas à date. Ok. Si tu peux nous parler un peu du coup de cette équipe, c'est quoi le profil des gens qui rejoignent une boîte comme la vôtre? Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, de profils qui ont, on va dire, moins de 28 ans, okay. qui sont concernés par ces sujets environnementaux, qui ont l'envie, je trouve que c'est frappant, qui ont envie de donner du sens à leur travail au quotidien, même quand tu es développeur, même quand tu es vendeur. Voilà, c'est vraiment cette envie d'avoir un produit et d'avoir un projet commun qui pousse dans le bon sens pour notre transition énergétique. Un autre profil que j'ai vu apparaître, c'est assez étonnant, c'est plutôt un profil de quarantenaire, cinquantenaire en reconversion professionnelle, okay, qui se réoriente vers ces sujets autour de la performance énergétique. Des gens qui viennent de l'IMO et qui veulent se spécialiser dans la rénovation énergétique ? Pas forcément de l'immobilier. Pas forcément. Ça peut être des vendeurs, tu vois, de différents secteurs. Et
Moi, je l'ai vécu, c'est une question qu'on s'est posée dans notre société. On n'a jamais osé recruter des quadras ou des quinquas dans un environnement où c'était plutôt des gens qui avaient entre 25 et 35 ans. Vous avez osé le faire? On l'a fait une fois. Après, c'est quelqu'un qui était resté pour une période assez courte parce que c'était un projet effectivement de transition professionnelle. Mais là, dans les process de recrutement dont je te parlais, on a des profils qui sont plus seniors. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant et aussi flatteur d'avoir des profils plus seniors qui s'intéressent à notre société et qui, eux aussi, entrent en résonance avec le projet qu'on porte, avec la vision qu'on porte. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et à construire en ayant une équipe qui est plus diverse. Tu vois, l'expérience de quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être extrêmement bénéfique sur la formation des plus jeunes. Et à l'inverse, l'énergie et tout le dynamisme que tu peux avoir avec une petite équipe où la moyenne d'âge, c'est 25-30 ans, ça vient aussi alimenter et booster ceux qui sont plus âgés. Donc, tu as dit développeurs, commerciaux. C'est ça les profils que vous recherchez? Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est nos deux grosses équipes. C'est d'un côté, comme je te parlais d'un logiciel, on a évidemment des équipes techniques qui viennent développer, ajouter de nouvelles features et entretenir notre technologie. Et de l'autre côté, c'est les commerciaux. Et là, c'est plutôt mon équipe, où nous, notre but, c'est ce que je te disais, c'est que cet outil soit disponible à la plus grande majorité des personnes aujourd'hui en France. Et donc, les commerciaux, ils s'adressent à qui? Aux professionnels de l'immobilier, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Donc, vous nouez des partenariats avec eux, vous essayez de leur vendre la licence. Exactement. Ok. Si on regarde maintenant quelque chose d'un peu moins drôle, est-ce que tu aurais un échec ou un regret sur ces 2 dernières années que tu veux nous partager? Ouais, peut-être c'est une grosse entreprise avec laquelle on a été en discussion pendant longtemps, pendant 1 an et demi. On a fait des tests avec les équipes opérationnelles pour notre logiciel, etc. Ça s'est fini en fait par un pitch final devant carrément le DG de la société. Donc super niveau, tu vois, de pitch, très, très honoré aussi de pouvoir avoir accès à ce top management. Pourquoi c'est parce que tu nous parles depuis le début que vous vendez plutôt à des agences immobilières. Là, ça veut dire quoi? Vous avez une stratégie un peu duale, vous allez parler aussi à des grandes boîtes parfois? On parle aussi à des grandes boîtes. Je te parlais tout à l'heure, par exemple, de banques, d'acteurs bancaires. Je pense qu'il y a un enjeu à pouvoir, sur différentes verticales aujourd'hui, diffuser cet outil et cette proposition de valeur qu'on a. Donc on discute aussi avec des très gros acteurs. Et ça prend du temps. Qui ont accès à beaucoup de clients. Ça prend énormément de temps. C'est difficile d'identifier les bonnes personnes. Et donc, tu vois, ce grand compte, on discute depuis longtemps avec eux. Et ce pitch final devant le PDG, en fait, au bout de 3-4 minutes, le PDG s'endort. Mais on était juste après le déjeuner, voilà. Et franchement, trop frustrant. Il a une excuse, il a trop mangé. Il a trop mangé. Trop frustrant. Et ça dit quoi de ce type d'entreprise? Ils se motivent, à la fin ils abandonnent, c'est pas prioritaire pour eux? Non, après, pour tout te dire, on est toujours en discussion avec eux pour l'implémentation d'outils. Parce que les opérationnels y croient beaucoup, voilà. Mais je vois comment, des fois, quand dans des grandes structures, tu remontes au niveau top management, quand c'est pas leur priorité numéro 1 ou 2, en fait, ça peut passer un peu à la trappe. Et c'est des deals qui passent nécessairement par la direction générale? Là, on essaye de faire sans. Mais bon, écoute, à l'issue de ce pitch, on n'a pas non plus de no-go complet de sa part. C'était plutôt un intérêt limité. Et c'est toujours un peu frustrant quand toi, tu portes ton projet, tu portes ta boîte, tes équipes qui construisent le pitch depuis plusieurs semaines, des fois plusieurs mois, d'avoir en face aussi peu de retours. Bon, on espère que ça va le faire. J'espère aussi. Donc, vous essayez de vendre à des boîtes plus petites, donc des agents immobiliers, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner ta perception de l'état actuel du marché? Là, on enregistre début septembre. Il y a eu un reflux massif des offres locatives sur les dernières semaines par rapport à l'année dernière. Il y a un nombre de transactions annuelles qui est en chute de 20% par rapport à 2022. Est-ce que tout ça a un impact sur votre activité? Est-ce que vous pouvez avoir un impact pour que ça reparte dans le bon sens? Nous, on a construit la boîte dans ce contexte.
Donc c'est particulier. On ne fait pas partie des entreprises qui ont connu l'âge d'or de l'immobilier il y a 5-10 ans et qui là aujourd'hui se prennent un vrai revers lié au marché. Nous, on se construit dans cet environnement, donc on est assez résilient de base. Je te disais, on est autofinancé, donc on arrive aujourd'hui à créer de la valeur dans le produit qu'on propose et à ce que ça réponde vraiment à un besoin du marché. Je trouve quand même que c'est très difficile. En fait, moi j'entends tous les jours ou toutes les semaines des des têtes de réseau me dire qu'il y a des agences qui ferment. Des têtes de réseau d'agences immobilières, tu veux dire? Oui, Oui. des têtes de réseau immobilières qui annoncent 1, 2, 3 agences par mois qui ferment. Donc c'est quand même vraiment dur. Je trouve que le contexte rend les gens un peu moroses. Après, moi je pense qu'il y a une vraie opportunité dans les mois et dans les années qui vont venir. Là, ça s'est un petit peu stabilisé. On a vu une petite reprise quand même sur des transactions. Et je pense que des sujets, par exemple, comme l'énergétique, ça peut être des sujets aussi qui aident à faire repartir le marché. Si tu arrives à avoir un équilibre, notamment sur les prix, qui revient peut-être à quelque chose de plus sensé, tu peux refluidifier des transactions et puis tu peux revaloriser un patrimoine qui aujourd'hui est un peu à l'arrêt, quoi. Oui, parce qu'en fait, la rénovation, est-ce qu'elle a vraiment des chances de se produire à un moment donné où le bien n'est pas en vente? Moi, ce que j'ai en tête, c'est que la personne qui a le plus de chances de rénover, c'est soit le vendeur pour maximiser la valeur de la vente, soit l'acheteur parce qu'il est financé par la banque à ce moment-là via un prêt et qu'il n'a pas vraiment de cash à sortir. C'est Tout à un peu fait. ça Oui, l'opportunité? aujourd'hui, la majorité des rénovations qu'on voit, ça va être au moment de la transaction. Un acheteur qui, avant, faisait une rénovation esthétique et qui, maintenant, inclut cette partie énergétique. Et donc, on va prendre du retard sur les calendriers optimaux, enfin, sans mauvais jeu de mots, sur les meilleurs calendriers possibles, parce que le marché de la transaction est au ralenti. Et après, on a le marché de la gestion, qui est quand même celui qui, aujourd'hui, est le plus concerné par ces mesures, par les interdictions de location. Et le marché de la gestion est quand même en train de bouger. Et nous, on le voit, on a beaucoup d'acteurs avec qui on avait fait des prises de contact il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, où c'était quand même assez discret. Et on les voit aujourd'hui mettre les bouchées doubles pour trouver des solutions. Parce qu'ils vont perdre les biens en location, en fait. Bien sûr, c'est leur activité qui est directement concernée. Et donc, le professionnel de gestion locative, il vous contacte, il se dit, j'ai 15%, enfin tu nous as partagé les chiffres tout à l'heure, c'était pas à peu près ça, hein, 15% de mon parc qui va disparaître, donc 15% de mon chiffre d'affaires. Donc je vais essayer, moi, de pousser les propriétaires à rénover. Tout à fait. Le cas d'usage le plus fréquent, c'est un locataire qui part, donc un DPE qui est mis à jour. Mhm. La sanction qui tombe, c'est un G ou c'est un F. Tu peux plus louer dans 4 mois. Le gestionnaire qui appelle le propriétaire en disant écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc en fait, quand on leur propose une solution clé en main, avec des outils, sur des temporalités qui sont extrêmement réduites par rapport à ce qui se fait sur le marché actuellement, pour eux, c'est quand même du pain béni. Et donc c'est fondamental parce que c'est soit ça, soit le propriétaire dit bah non, mais je vais le vendre. Et en l'occurrence, il va même pas réussir à le vendre parce que le marché est bloqué. Donc c'est important. Comment tu vois les choses évoluer Je sais que personne n'a de boule de cristal, mais tout le monde a un peu son avis sur les mois qui viennent, ouais. Je pense que ça va se maintenir à peu près dans le même cas de figure là jusqu'à décembre. J'espère qu'en 2025, ils vont rebaisser un petit peu les taux au niveau central et que ça permettrait de refluidifier, de refinancer un petit peu l'économie. Je pense qu'on est dans une situation où on manque aujourd'hui de banques qui financent l'économie réelle, qui financent à la fois des entreprises avec facilité et qui financent des projets immobiliers avec facilité. Donc voilà, moi ce que j'espère, ce que j'anticipe aussi, c'est qu'en 2025, on va avoir une petite reprise, mais que ça va être lent et que cette crise, elle va passer sur 2, 3, 4 ans peut-être. C'est un peu le sentiment que j'ai aussi, malheureusement. Pour s'adresser, maintenant qu'on arrive presque à la fin du podcast, plus aux jeunes qui s'intéressent à l'immobilier et qui aimeraient se lancer, est-ce que tu peux nous partager un peu un secret pour réussir dans l'immobilier, leur donner un conseil? Moi, je pense un conseil de manière générale pour entreprendre, c'est de ne pas attendre d'avoir une idée de génie pour monter une boîte. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut avoir l'idée parfaite et ensuite que tu la mettras en œuvre. Je sais que nous, c'est pas la méthodologie qu'on a adoptée et en fait, ça marche bien. C'est que si tu as cette envie d'entreprendre, penche-toi sur un sujet,
parle à des gens et tu finiras par trouver des points qui sont bloquants pour eux et sur lesquels il y a forcément de la valeur à aller créer et à les trouver. Après, en particulier sur le marché de l'immobilier, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'outils à apporter au marché. Moi, je crois beaucoup au fait de moderniser aussi les outils qui existent, de fluidifier l'information. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là sur le marché de l'immobilier. Beaucoup de choses à faire, il faut parler à des gens pour les découvrir. Exactement. Merci pour ton conseil. Bon, on arrive à la fin de cet épisode d'Imo Stories. J'espère que vous avez apprécié autant que moi la discussion avec Emma. Je remercie de nouveau notre partenaire, l'ESPI, qui sponsorise ce podcast et sans laquelle il ne pourrait pas exister. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de diffusion et puis sur notre site internet garantme.fr dans la section podcast. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui, puis on se retrouve pour un prochain épisode prochainement. Merci Thomas.